Bonjour, bienvenue sur le plateau de Cardio Online. Je suis le docteur Latuka, je travaille au CHU de Nîmes en cardiologie et en cardiologie interventionnelle. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Philippe Aldebert de Marseille pour parler de la communication interatriale. Aujourd'hui, avec l'essor du cathétérisme interventionnel et aussi de la chirurgie, on retrouve de manière beaucoup plus fréquente dans nos services des patients avec des CIA à l'âge adulte. Et finalement, la première question, c'est comment on va retrouver ces patients et finalement, est-ce qu'il faut rechercher ces CIA ou quel va être le profil de patient? Bonjour Benoît, donc tout d'abord, il faut savoir que la communication interatriale est peu symptomatique dans l'enfance et au fur et à mesure qu'on va avancer vers l'âge adulte, elle va être symptomatique sur le mode des complications. Donc pendant l'adolescence, on a souvent des patients qui commencent à avoir du mal à faire des exercices et au plus on arrive vers la deuxième, troisième décade et on arrive sur les vraies complications avec les troubles du rythme, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et la dyspnée qui augmente de façon très importante. Et puis il y a aussi une partie des communications interatriales, 8 à 10%, qui sont découverts sur des accidents vasculaires cérébraux et qui vont aussi être pris en charge de façon agressive. Donc on voit finalement que c'est une pathologie qui peut être grave, avec des événements importants comme les accidents vasculaires cérébraux et des risques de séquelles chez des patients qui sont finalement adultes mais quand même encore jeunes. La question c'est, est-ce qu'il faut les fermer toutes ces CIA ou est-ce qu'il y a des arguments pour ne pas le faire? Donc effectivement, la communication interatriale a été longtemps sous-estimée en tant que pathologie cardiaque, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les registres, on se rend compte que ces patients-là ont quand même une surmorbidité, une surmortalité par rapport à la population générale, ce qui impose à les traiter de façon agressive. Donc on va distinguer les communications interatriales qu'on va prendre en charge de façon chirurgicale, c'est-à-dire les CIA sinus venosus et les CAV partiels, et les communications interatriales qui pourront être fermées par cathétérisme cardiaque. Donc en fait, dès qu'on va découvrir une CIA, c'est souvent sur une complication chez l'adulte, donc on va amener à proposer un geste pour aller fermer ces communications interatriales. Dans le cas des CIA sinus venosus et des CAV partiels, c'est l'apanage de la chirurgie, donc ça il faut le référer à un chirurgien et plutôt un chirurgien qui a l'habitude d'en faire, notamment pour les canaux atrioventriculaires partiels. En revanche, les CIA ostium secundum vont être l'apanage du cathétérisme cardiaque, puisque 95% de ces CIA vont être fermés par voie percutanée. Uniquement les grosses CIA de plus de 40 mm et avec des déficits de berge vont être envoyés au chirurgien cardiaque, ou s'il existe une autre pathologie cardiaque qui va nécessiter une chirurgie de type fuite tricuspide massive. Et dans ce cas-là, on réfère les CIA ostium secundum chirurgien, mais c'est moins de 5% des patients. D'accord. Et une fois qu'on a posé le diagnostic et qu'on a posé la stratégie, donc on vient de parler de cathétérisme interventionnel ou de chirurgie, est-ce que finalement il y a une contre-indication pour ne pas le faire en dehors peut-être de l'hypertension fixée? Si on se réfère aux recommandations, et ce qui semble logique aussi, c'est qu'il ne faut pas fermer les communications interatriales avec des pressions artérielles pulmonaires élevées, donc soit qui sont en syndrome d'Eisenmenger avec un shunt droit-gauche à l'étage atrial, soit avec des CIA qui sont à plus de où les pressions pulmonaires sont à plus de 2/3 des pressions systémiques et qui ne sont pas réactives au monoxyde d'azote, au cathétérisme cardiaque. Donc ces CIA, il ne faut pas les toucher et il faut les traiter plutôt comme une hypertension artérielle pulmonaire. Okay. Une fois qu'on aura donc traité ces patients-là, que ce soit par la chirurgie ou par le cathétérisme, est-ce qu'il y a un suivi particulier ou un traitement médicamenteux qui doit être associé au long cours? Le suivi va être régulier tout au long de leur vie, il ne faut pas baisser la vigilance. Donc tout d'abord, après le cathétérisme cardiaque, il va y avoir 6 mois d'anti-agrégants plaquettaires et ensuite une surveillance annuelle puis bisannuelle pour évaluer si le patient présente des palpitations, s'il y a des complications de cette fermeture percutaneille, parce que ça aussi il faut le surveiller. Et d'un point de vue des autres communications interatriales, vu que les patients vont être opérés, il faut les surveiller sur le long cours, au moins une fois par an avec échographie cardiaque, Holter, ECG et une surveillance clinique. Donc l'échographie systématiquement pour voir que la prothèse en place c'est une prothèse, qu'il n'y a pas de modification des pressions artérielles pulmonaires, et le Holter pour évaluer les troubles rythmique. Exactement. Est-ce qu'il y a une place encore d'un cathétérisme cardiaque de manière systématique? Une fois que la communication interatriale a été réparée, que ce soit de la chirurgie ou du cathétérisme cardiaque, si on retourne au cathé, c'est pour aller boucher notre trou où la CIA a été mal fermée. Donc vraiment l'échographie en priorité, quoi. Échographie en priorité. Okay, donc merci Philippe pour tous ces éléments. Donc pour essayer de résumer en quelques mots, finalement la CIA, il faut y penser à l'âge adulte, tout particulièrement chez les patients qui vont faire des troubles rythmiques ou des événements plus graves comme un accident vasculaire cérébral. L'échographie ça a une place prépondérante. Le cathétérisme va aider évidemment dans le diagnostic, mais aussi dans le
le critère d'exclusion qui va être l'hypertension artérielle pulmonaire fixé. Et après, la stratégie va être soit le cathétérisme, soit la chirurgie en fonction finalement de la forme et des berges possibles. Et le dernier point, c'est qu'il faut proposer à ces patients un suivi régulier et en particulier avec une échographie. Grossièrement, on découvre une CIA, on la ferme. Ok, merci beaucoup. Merci Benoît.